Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour ce talk. Le talk, je l'avais appelé à la base Carpenter, le futur de la gestion des nœuds Kubernetes, mais finalement, je l'ai renommé. Et je l'ai renommé en le présent de la gestion des nœuds Kubernetes, parce que nous, c'est un outil qu'on utilise depuis maintenant un an et demi. C'est un outil dont on entend de plus en plus parler et qui est de plus en plus présent dans les conversations autour de Kubernetes. Et c'est quelque chose qui est utilisable en réalité dès maintenant. Je m'appelle Mathieu Corbin, je suis SRE chez Conto. Donc Conto, c'est une entreprise qui fournit des services financiers pour les entreprises. On a aujourd'hui 500 000 clients et on utilise énormément Kubernetes. On a 15 clusters Kubernetes aujourd'hui qui tournent, tous sur AWS EKS. Et gérer ces clusters, c'est pas facile. C'est pas facile parce que gérer les nœuds d'un cluster Kubernetes, c'est pénible, même sur le cloud. Euh, Ce que je vais présenter là, c'est le setup qu'on avait avant Carpenter et toutes les problématiques qu'on avait. Donc, comme je l'ai dit, on est sur Amazon, sur AWS EKS, vraiment sur l'offre officielle. Et on utilisait avant Carpenter, ce qui était vraiment recommandé. Et c'était dur à gérer d'un point de vue administration du cluster. Généralement, sur les offres Kubernetes, donc sur EKS, mais c'est le cas également ailleurs, vous avez un contrôle plane. Et ensuite, vous devez rajouter des nœuds. Donc des nœuds, ça va être par exemple un groupe de machines. Donc sur Amazon, c'était des auto-scaling groups où vous créez ce groupe de machines et vous lui spécifiez une taille et une famille d'instances. Donc par exemple C7i de X large avec des machines qui ont 16 Go de RAM et 8 CPU. Dans d'autres cloud providers, ce sera appelé des instances pools, des node pools, des node groups, etc. Mais c'est toujours le même principe. On crée un groupe de machines identiques qu'on va pouvoir scale up et scale down. Ça marche bien, mais très rapidement, on a des nouveaux besoins qui apparaissent. Par exemple, on a besoin de nœuds plus gros. Nous, c'était quelque chose qu'on avait comme besoin. On avait besoin de nœuds, par exemple, 32 Go de RAM CPU. Et dans ce cas-là, il fallait créer un nouveau groupe de machines, vraiment séparé du premier, de manière vraiment indépendante. Et on avait même des machines, des pods qui demandaient encore plus de ressources. C'était le cas, par exemple, chez nous de Prometheus, qui demandait énormément de mémoire. Et donc, on avait un troisième groupe de machines, 64 Go de RAM, CPU, par exemple. On voit que ça se complexifie très rapidement parce qu'à chaque fois que vous avez des nouveaux besoins, on va dire, de ressources, il faut créer un nouveau groupe de machines. Et c'est à vous ensuite de dire au pod Kubernetes, va te déployer sur tel groupe de machines en fonction de ce que tu consommes comme ressources. Sur Amazon, c'était encore plus compliqué parce qu'on fait du multi-availability zone. Donc, au sein d'une même région, il y a trois data centers sur Amazon et il fallait créer également pour chaque groupe de machines un groupe par AZ, par data center. Et donc, on passait de 3 à 9 groupes de machines avec mon exemple précédent. Et ça, c'est sans compter finalement tous les autres types de groupes de machines dont on peut avoir besoin. Par exemple, chez Amazon, il y a quelque chose qui s'appelle des instances spot. C'est des instances qui sont vraiment pas chères, mais pas disponibles tout le temps. Et ça demande de la configuration sur des groupes de machines dédiés. On veut faire de l'ARM également, nous, à Conto, avec des instances de type Graviton chez Amazon. C'est des instances qui sont très performantes et très peu chères. Et ben là aussi, ça demande des groupes de machines supplémentaires. Et très rapidement, on se retrouvait avec 9, 12, 15, 18 groupes de machines par cluster multiplié par 15 clusters. Donc, d'un point de vue administration, c'était l'enfer à gérer. On fait beaucoup de Terraform, et même en faisant des modules Terraform, en essayant de faire des abstractions, essayer éviter de se répéter dans la conf, on avait une très grosse maintenance en fait d'un point de vue infra as code sur tous ces groupes de machines, sur tous nos clusters. Mais si on zoome un petit peu, on va prendre un groupe de machines, donc par exemple le premier que je présentais avec 16 Go de RAM 8 CPU. Ce groupe de machines, il a un worker, et quand on a des nouveaux workloads qui arrivent sur le cluster, de nouveaux pods, et ben qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de l'autoscaling. On doit créer un nouveau nœud s'il n'y a plus de place, s'il y a les nœuds qui sont présents n'ont plus de capacité. Donc pour ça, on déployait un composant qui est assez standard dans le monde de Kubernetes, qui est le cluster autoscaler, qui permet de démarrer des nœuds, et s'ils sont vides d'ailleurs, ou très peu utilisés, d'en supprimer. Mais c'était aussi quelque chose à déployer en plus sur notre cluster. C'était quelque chose qu'il fallait également configurer pour chaque groupe de machines, donc x12 ou x15 par cluster. Il y avait vraiment de la configuration spécifique chez Amazon par groupe de machines pour l'autoscaler, pour tous les clusters. Donc c'était assez lourd. Et comme tout le monde, des fois, on veut faire des mises à jour de nos Kubernetes. En cas de nouvelle version de Kubernetes, par exemple, ou en cas de patch de sécurité à appliquer. Et la stratégie standard pour faire ça dans Kubernetes, c'est tout simplement de créer un nouveau worker vide avec la nouvelle version qu'on veut faire tourner, par exemple, de bouger les workloads, donc via du drain, par exemple, donc prendre les pods du nœud qu'on va mettre à jour, les déplacer sur l'autre nœud,
Et ensuite, une fois que le nœud est vide, eh ben, on peut le supprimer. Sur ça, pour ça, Amazon fournissait un outil qui s'appelait le Termination Handler pour éviter d'avoir à le faire à la main. Mais le problème du Termination Handler, c'était le même que l'autoscaler. Il fallait le configurer pour chaque groupe de machines avec une configuration assez pénible. Et ça nous est même, par exemple, oublié de le faire. Une fois, on a oublié de le faire et donc on n'avait pas le drain des machines sur un groupe au milieu de dizaines d'autres. Et donc là aussi, c'était lourd à maintenir. Un dernier problème qu'on avait, c'était que par défaut, Kubernetes n'est pas très intelligent sur l'optimisation des ressources sur un cluster. Et ça va très vite d'avoir de la perte, c'est-à-dire des nœuds qui ne sont pas utilisés de manière optimale. Donc là, par exemple, dans cet exemple, on voit que tout ce qui est en rouge, c'est des ressources non utilisées sur des nœuds. Et qu'en fait, on se rend compte que si on optimisait un peu le placement de nos pods, le placement de nos conteneurs, eh ben, on arriverait à libérer un nœud, par exemple le nœud de droite, on arriverait à optimiser ça et à enlever un nœud sur les quatre. Et un nœud sur les quatre, bah, c'est 25% de la facture cloud qui est réduite en réalité. Et donc on voyait qu'on avait un peu voilà, de la perte de capacité parce que on manquait d'outils pour optimiser le placement des pods. Et on avait, comme je le disais, un gros coup de maintenance pour la création du cluster et des nœuds, mais également pour leur mise à jour, parce que sur Amazon, mettre à jour des dizaines d'autoscaling groups, c'était lent et pénible. Il fallait lancer des rollouts à la main depuis la console Amazon, attendre, le faire groupe par groupe, et donc les maintenances de cluster, c'était vraiment quelque chose qui nous prenait des heures. Euh, Est-ce qu'on a un rayon d'espoir pour corriger ça? Parce que nous, ça nous bouffait vraiment beaucoup de temps dans l'équipe SRE. Bah, en fait, ce rayon d'espoir, c'était Carpenter. Carpenter, c'est un outil qui a été développé par Amazon Web Services, déjà pour son cloud, mais qui a été libéré, qui a été donné au projet Kubernetes, qui fait maintenant partie de Six Autoscaling. Donc, c'est vraiment un projet officiel de l'écosystème Kubernetes. Et la version 1.0 est sortie récemment. Et comme je le disais au début, on en entend vraiment de plus en plus parler. Donc, qu'est-ce que ça fait Carpenter? Bah, ça gère les nœuds. Et pour ça, ça utilise des CRD, donc des Custom Resource Definition, des extensions de Kubernetes. Et la première que je vais présenter, c'est la CRD Node Class. C'est une CRD spécifique pour votre cloud provider. Sur Amazon, elle s'appelle EC2 Node Class. Et c'est une ressource où vous allez définir bah, mon nœud, je veux qu'il démarre avec 7 images de base, 7 AMI. Je veux qu'il ait 7 configurations réseau, VPC, Security Group. Je veux ces permissions, des user data. Vous pouvez même régler la configuration kubelet. Le fichier de configuration de kubelet peut être défini dans l'EC2 Node Class ou même les ressources allouées à kubelet. Ça ressemble à ça. Donc là, c'est vraiment une version assez semblable de ce qu'on a nous en production, où vous avez une ressource Kubernetes, donc EC2 Node Class, qui a un name qui s'appelle General Purpose ici. C'est un type qui nous sert un peu pour tous nos workloads génériques. On choisit une AMI par ID, donc c'est l'image de base qui va être utilisée pour les nœuds. On a un rôle qui va être attaché à tous les nœuds qui vont être démarrés, qui s'appelle Carpenter Cluster 1. On a la configuration des security groups et des subnets, donc qu'on sélectionne par tag automatiquement, voilà. Et on configure le disque root, on dit on veut un disque de 60 Go chiffré. Voilà. Donc là, on a un peu toutes les infos, déjà, d'un point de vue cloud, à quoi doit ressembler notre nœud. Ensuite, on a une notion dans Carpenter, c'est la deuxième CRD qui est proposée, qui s'appelle les node pools. C'est sur les node pools où on va configurer pour le nœud ses labels, ses annotations, ses taints. Et on va avoir ce qu'on appelle dans Carpenter des requirements qui sont optionnels, où on va pouvoir dire, bah en fait, mon nœud, je veux que ce soit des nœuds ARM ou AMD par exemple. Donc, choisir l'architecture. Je veux des nœuds qui ont une taille de 8 Go à 64 Go, ou de 12 CPU à 24 CPU, ou des choses comme ça. Ou bien des capacités d'instance, des capacités réseau spécifiques, ou même du type d'instance, des instances spot pas chères mais pas disponibles tout le temps, des instances on demand, ou même les deux. Donc ça va être vraiment les contraintes que vous allez mettre à vos nœuds, mais qui peuvent être vraiment assez vastes en réalité. Ça ressemble à ça, une CRD node pool. Donc à droite, ça référence toujours une node class. Il y a toujours une relation 1-1 entre une node pool et une node class. Donc là, on voit que la node pool s'appelle également General Purpose. On lui a mis le même nom. Elle a une taint, donc les nœuds vont démarrer avec une taint, mais c'est optionnel. Tout ça, c'est optionnel. On a un champ très intéressant qui s'appelle Expire After, qui est à 24 heures. Bah, en fait, ce que va faire Carpenter, c'est qu'après 24 heures, le nœud va être détruit et recréé. Et nous, on a ça sur notre prod, c'est-à-dire que les nœuds se recréent tout seuls en permanence, tout le temps. On n'a jamais des nœuds qui vivent très longtemps, parce que Carpenter les recrée automatiquement de manière périodique. Et enfin, on a nos requirements, où on dit, bah, nos nœuds, on veut que la catégorie d'instances sur Amazon, ce soit dans la famille d'instances C, M et R, c'est des familles sur le cloud Amazon. On veut que ce soit des instances spot ou on demand,
Carpenter est aussi assez intelligent pour dire si c'est du spot, prends du spot, s'il y en a de disponible pour économiser de l'argent, sinon fais du on-demand. Et on dit l'architecture, on veut de l'AMD 64. Voilà. Vous avez ça, c'est vraiment les deux ressources qu'il vous faut. Et là, vous pouvez envoyer vos workloads, vous pouvez envoyer vos pods sur votre cluster. Par défaut, Carpenter, c'est scale à 0. Donc vous envoyez vos pods, Carpenter va commencer à créer des nœuds. Et ce qui est assez intéressant par rapport à avant, c'est que le node pool va contenir des nœuds de toute taille. Contrairement aux autoscaling groups avant, où ça va être un groupe 64 Go, un groupe 16 Go, un groupe 30 Go, avec les instances dans ce groupe qui ont toutes la même forme, le même format, les mêmes caractéristiques. Ici, Carpenter, il va dire, tiens, pour ces workloads-là qu'on m'a donné, le plus optimisé, c'est d'avoir une instance M6i 4x large, donc avec 64 Go de RAM en on-demand. Puis là, en fait, il me faut aussi des 6x large, qui sont un autre type d'instance. Et là, je vois que j'ai du spot de disponible, je mets du spot, etc., etc. Donc, il optimise vraiment en fonction de vos workloads les instances qu'il faut démarrer. Et là, on arrive à avoir un bon niveau d'occupation des nœuds, ce qui est très intéressant. Et on évite de perdre, on va dire, de l'argent. Carpenter s'occupe de tout ce qui est drain, mise à jour de nœuds, etc. Donc il va, en cas de suppression du nœud, même en vraiment kubectl delete node ou suppression dans la console Amazon, Carpenter va pas supprimer le nœud tout de suite. Il va juste drain les pods proprement et démarrer de nouveaux nœuds de manière native. Donc toutes les problématiques de drain disparaissent avant, et en plus c'est dans un composant unique qui est Carpenter, donc on a désinstallé le termination handler qu'on avait avant. Il s'occupe de faire de la consolidation, c'est un peu ce que je disais avant. Au moment du scheduling, il va démarrer les bonnes instances pour vos pods, mais il va faire de l'optimisation en continu toute la journée en fonction de vos workloads. S'il se rend compte par exemple qu'il y a des instances spot qui sont disponibles pendant la journée, et boum, il va mettre du spot et il va remplacer vos on-demand par du spot. S'il se rend compte qu'il peut remplacer deux petits nœuds avec des workloads par un nœud plus gros, mais moins cher, il démarre le nœud plus gros, il bouge les workloads, il supprime vos deux nœuds. Et toute la journée, comme ça, il optimise le placement des pods, il optimise votre infra, et il prend en compte toutes les contraintes de scheduling qu'on retrouve dans Kubernetes, les trucs classiques, donc le multi-AZ, l'anti-affinity, les pod distribution budget, etc., etc. Tout ça est pris en compte par Carpenter, vous n'aurez pas de soucis de trucs bizarres qui se passeront, on va dire, même avec la consolidation activée. Et il y a un truc assez marrant, c'est que nous, avant, avec les autoscaling groups, vu que c'était pénible, on mettait à jour nos nœuds assez peu fréquemment quand on avait une version de Kubernetes globalement, une nouvelle version mineure. Donc tous les 2-3 mois, voilà, des choses comme ça. Et des fois, on avait des problèmes, mais qu'on ne détectait pas, parce qu'on ne le faisait pas assez souvent. Avec la consolidation et le setting expire after qui fait que les nœuds se recréent toutes les 24 heures, et d'un coup, on avait des dizaines de nœuds qui étaient créés et supprimés par jour, mais toute la journée. C'est vraiment tout le temps, le Carpenter supprime des nœuds, en recrée, fait de l'optimisation, etc. Et là, on commence à se dire, tiens, on a des pods qui avaient pas les bonnes probes. Il y avait des pods, des conteneurs qui ne savaient pas faire du graceful shutdown. Il y avait des pods qui drainaient mal. Enfin, on avait même un problème de drain réseau au niveau par exemple, de le balancer Amazon devant notre cluster. On s'est rendu compte qu'on avait des pods qui n'avaient pas de disruption budget. Donc, où on se faisait supprimer, il y avait deux instances, par exemple, on se faisait supprimer les deux par Carpenter en même temps. Parfois, c'est des choses qui arrivaient, mais vu que ça n'arrivait pas fréquemment, on ne le voyait pas en exerçant la plateforme, en ayant Carpenter qui fait un peu du chaos engineering pour nous. On a réussi à fiabiliser extrêmement notre plateforme parce qu'on a trouvé plein de bugs qu'on a corrigés. Et maintenant, dès que ça rend vraiment les choses visibles. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Carpenter sur la partie recréation des nœuds. Carpenter fait de la détection de drift. Vous changez une node pool ou une node classe, vous changez par exemple l'AMI, donc l'image de base, ou les user data, ou une configuration diverses et variées. Automatiquement, il va commencer à mettre à jour vos nœuds. Tout seul, voilà, il fait la détection de drift, il dit tiens, ce nœud là il n'est pas à jour, je commence à faire la rotation, et pareil en tenant compte des pod distribution budget, de l'Altifinity, etc. Donc on n'a plus de problème lors des upgrades de cluster, on change l'AMI, on attend, c'est tout. On attend et ça se fait tout seul. En fait, on est passé d'un truc pénible à un process où c'est une ligne à commit. On a des plages de maintenance qui sont disponibles dans Carpenter. Comme tout le monde, je pense, on a des workloads pénibles. C'est-à-dire des choses où les équipes, notamment des composants externes, où on ne pouvait pas en fait les mettre à jour pendant la journée, ou bien c'était pas des trucs achats. Bon, on veut éviter ça, bien sûr. Mais des fois, c'est des codes bases qu'on ne maîtrise pas, voilà, qui viennent de l'extérieur, comme j'ai dit. Et on a dit aux équipes, parce qu'on veut faire du Carpenter, et Carpenter tue les nœuds en permanence. Et donc forcément, ça peut arriver à tout moment. Et on a fait un autre pool spécifique où on a mis une politique de disruption où on dit les nœuds, en fait, ils vont se mettre à jour seulement entre 19h et 23h. Et comme ça, quand on monte de version de cluster, on sait que ça arrivera pour ces nœuds-là dans cette tranche horaire-là. Carpenter gère ça de manière native. Carpenter, c'est vraiment un nouveau standard. Il est supérieur en tout point au cluster autoscaler.
mais vraiment en tout point. Ça marche juste mieux. Il est dispo chez Amazon, il est dispo chez Azure. Azure a sorti un plugin. Je sais que certains cloud providers commencent à travailler dessus, notamment en France, pour une intégration. J'ai un exemple d'une scale-up française qui a son infra on-prem, qui a écrit son propre plugin, Carpenter. Donc vous pouvez faire du Carpenter on-prem si vous faites du développement Go. C'est une interface à implémenter, globalement. C'est une interface Go à implémenter. Moi, la conclusion de tout ça, c'est que Carpenter, on va le voir partout. Nous, on a vraiment vu un avant et un après sur cette technologie en termes de maintenance du cluster et en termes, comme je disais, de chaos engineering, de détecter des problèmes, etc. Ça nous force à faire les choses bien, le fait de recréer l'infra tout le temps. Ça a été vraiment un souffle d'air frais sur la gestion des nœuds chez Amazon. Et pour moi, dans 3 ans, ça sera vraiment le standard qu'on verra partout, sur tous les clouds, et qui sera indispensable. Et il y aura le cluster autoscaler va juste, à terme, je pense, disparaître. Voilà, ça c'est ma prédiction, on verra si ça se réalise ou pas. Voilà. Merci. Des questions? Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez des workloads stateful chez Conto et comment ça se comporte quand elles sont en permanence Ouais. détruites? On en a. On a notamment un des clusters Elasticsearch avec 70 Tera de données qui tourne sur Cube avec l'opérateur Cube. Et ça se passe très bien parce qu'en fait, on a mis un pod distribution budget. Donc par exemple, on a un cluster de, je sais pas, 20 nœuds, mettons. On a une ressource Kubernetes, donc le PDB, qui dit on tolère seulement un nœud indisponible. Carpenter comprend ça et en fait, quand on monte de version, il monte les nœuds un par un et si y a déjà un nœud en cours avec un pod Elasticsearch, il fait pas les autres. En fait, c'est natif, juste avec les pod distribution budget de Kubernetes, on arrive à faire ça de manière, de manière classique en fait sur Cube, juste avec les primitives de base de Cube en fait qui sont comprises par Carpenter notamment. Alors bien sûr, Elasticsearch c'est un truc distribué, du Postgre serait peut-être un peu plus compliqué, etc. Mais oui, ça marche bien grâce au PDB. Merci. J'ai une question. Tu as dit à la fin que c'est plutôt à la place de autoscaler. Est-ce qu'il y a un monde où tu peux avoir Carpenter et les autoscalers aussi, ils sont en bataille un peu je sais pas. Je pense pas, ils vont rentrer en conflit en fait, c'est ça le problème. Et surtout, Carpenter se base sur des... Il n'y a pas de notion de groupe de machines en dehors de Carpenter, c'est-à-dire il ne va pas créer des autoscaling groups sur Amazon, il va vraiment créer des machines virtuelles. Là où le cluster autoscaler va vraiment travailler sur des groupes de machines, souvent chez les cloud providers. Après, peut-être qu'on pourrait faire cohabiter les deux, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le sens où Carpenter va tout... Enfin, ça risque en fait d'avoir les problèmes des deux. Enfin, ça risque d'être très complexe. Et moi aujourd'hui, je recommande, si vous le pouvez, de juste faire du Carpenter, notamment sur Amazon. Enfin, c'est vraiment le truc qui marche le mieux. Et c'est ce qui est recommandé aujourd'hui par Amazon. C'est-à-dire, Amazon recommande ça. Le futur de KS, c'est Carpenter. Merci. Merci à vous.